Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, en ce beau dimanche matin, pendant un Read With Me de Séverine de Il est bien ce livre, moi je fais un film with me parce que oui, j'ai besoin d'encouragement et j'ai besoin d'une motivation pour me mettre à filmer. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un bilan du mois de janvier. Bon, je me suis fait dire que faire des bilans lecture sur le mois comme ça, c'était un peu long, c'était plus vraiment la mode, mais savez-vous quoi? I don't care. Autant pour moi, les billets de blog, c'est facile à écrire. Ça fait 15 ans que j'en écris. Je vais vous mettre le lien somewhere. Les vidéos, c'est pas si simple. Si vous saviez le nombre de fois que je dois reprendre le truc, j'ai besoin de motivation. Si vous voulez voir d'autres vidéos qui arrivent de temps en temps, mais pas souvent, puis surtout pas régulièrement, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire un like. Donc, go for it. Pendant que tout le monde lit, moi je filme. C'est pour ça que je suis installée ici d'ailleurs. Je suis dans mon bureau. Moi, je sais, il y a pire endroit pour faire du télétravail. Je sais. En janvier, j'ai lu 20 ouvrages. Ça a l'air gros, là, mais j'ai eu 3 jours de vacances où j'ai fait rien que lire, fait que ça explique probablement cela. Bref, il y a vraiment plein de trucs dont je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai pas encore décidé dans ma tête comment je vais vous structurer ça, là, mais d'ici la fin de la vidéo, je devrais le savoir. Et parce que j'ai un fichier Excel qui est juste là avec full stats, ben, vous allez vous taper des stats. I'm so sorry si ça vous intéresse pas, mais moi, mettez-moi des chiffres, puis ouais, je suis heureuse. On disait donc 20 ouvrages, 6491 pages. Faites-vous-en pas, c'est pas comme ça tous les mois. Là-dessus, j'ai lu 11 romans adultes, 6 romans young adult, 3 bandes dessinées adultes et 1 young adult. Non, ça fait 21. J'ai dû lire 2 bandes dessinées adultes puis 1 young adult. Ça doit être ça. Ouais, mon tableau fait dire que c'est ça. Tout ça, c'est un beau mix de littérature générale, de SFFF, et j'ai lu 2-3 polars ou thrillers, je les mêle tout ça. Il me semble que j'ai lu un truc que j'avais mis dans Romance Feel Good, puis un truc dans Horreur. D'ailleurs, le truc dans Horreur, il est dans mon salon, puis là, je suis attachée à ma caméra avec mon micro, parce que je suis pas assez riche pour avoir un micro sans fil, fait que j'irai pas le chercher, puis vous allez avoir une petite image ici tantôt. C'est aussi un moitié-moitié anglais-français. Là-dedans, il y a 5 services de presse, 4 livres audio et le reste, c'est un mix d'achats, de cadeaux et de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Et je vais vous passer le reste de mes statistiques, mais sachez que moi, ça m'amuse, mais vraiment beaucoup. J'ai des millions de graphiques, tout se calcule toute seule. J'ai l'impression de vivre dans un monde magique. Ça, c'est ma SFFF à moi. J'ai aussi un pas pire mois de lecture, dont 2 coups de cœur. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Le premier, qui est La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Bougar Sarr. Et là, je sens que je le prononce encore tout croche. Ça va être le festival du prononçage tout croche, encore une fois. Puis là, je le sais que c'est de l'enfonçage de porte ouverte parce qu'il a gagné le Goncourt et tout ça, mais je pense que c'est ma plus agréable surprise de Goncourt à vie. C'est un roman qui est passionnant, qui est foisonnant, c'est jouissif, ce truc-là. Si vous aimez les livres à propos de livres, sérieusement, c'est pour vous autres. Genre L'ombre du vent, mais beaucoup plus littéraire, puis avec des enjeux coloniaux et une vraie réflexion sur la place de la littérature. Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'auteur? Est-ce que l'auteur est quelque chose sans son œuvre? Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que chaque personnage a sa réponse. C'est zéro donneur de leçons, même si des fois c'est dur comme sujet. Il y a des trucs qui sont assez horribles là-dedans d'ailleurs. Mais c'est un livre avec des histoires dans des histoires. Ah, c'est bon. C'est tellement ce que j'aime. Donc, si vous avez peur des Goncourt puis que vous aimez un peu la même affaire que moi, là, c'est pour vous autres. Mon autre coup de cœur, c'est un roman graphique et je l'avais spoté celui-là parce que sur la page de garde, il y avait des pictogrammes. J'ai dit, ah, mais ça ressemble à des pictos du Boardmaker, ça. Du Boardmaker, c'est un logiciel qu'on utilisait il y a quand même assez longtemps pour faire des tableaux de communication. Donc, c'est Le Petit astronaute de Jean-Paul Haid. Et sérieusement, c'est tellement beau, c'est tellement touchant, c'est tellement bien fait. C'est triste aussi, mais c'est beau. L'histoire s'associe sur une jeune fille, une jeune adulte qui s'en va dans son quartier d'enfance et qui voit que la maison où elle a habité est en visite libre. Et elle décide d'aller visiter cette maison-là et à travers ces images-là, elle revoit des images de son enfance. C'est tellement génial comment c'est présenté et dans cette enfance-là, il y a son petit frère qu'elle décrit comme un petit astronaute, son petit frère qui a la paralysie cérébrale, son petit frère qui a de la difficulté à communiquer, mais qui a une place tellement importante dans cette famille-là et dans leur cœur. Puis le petit astronaute, c'est parce qu'elle le décrit, on le voit tout de suite au début, je spoil pas, comme un petit astronaute qui atterrit trop tôt.
Donc, il n'y a pas tous les outils pour vivre dans notre monde. L'image, je la trouve super belle. Ceux qui ne le savent pas, dans ma vraie vie, moi, je suis orthophoniste. J'ai travaillé avec exactement ces cocos-là. Donc, des petits astronautes comme ça, j'en ai connu beaucoup. Donc, j'ai été touchée. Là, je vais essayer de ne pas taper sur mon micro, mais... Ah, c'était beau. Je l'ai fait acheter à tout le monde à l'hôpital. C'est pas compliqué. Donc, la pastèque, c'est un service de presse qui aura servi à quelque chose, qui aura occasionné des ventes, malgré que vous aviez tellement pas besoin de moi. Mais c'est pas grave. En fait, je me suis trompée, j'ai pas eu 2 coups de cœur, j'en ai eu 3. Là, je vous montre le 3e, qui est la bande dessinée Peau d'homme. C'est de Hubert et Zanzim. Je savais que ce serait joyeux. Donc, cette bande dessinée-là, je l'avais vue partout pendant les rendez-vous des BD de la semaine. Vous irez voir d'ailleurs sur les blogs, si vous voulez avoir des idées de bande dessinée, tous les mercredis, il y a un groupe de blogueurs qui font une chronique bande dessinée. Et chaque semaine, c'est référencé sur le site de notre hôte. Donc, moi, c'est là que je prends toutes mes idées BD. C'est pas une joke. Donc, Peau d'homme. J'étais sûre que j'allais être déçue. C'est quand tout le monde aime trop, je suis toujours sûre d'être déçue. Mais sincèrement, non. J'avais peur que ça aille dans une direction particulière, mais non, c'est pas là que ça va dans la direction où il faut que ça aille. Ça y aille, c'est pas grave. On est donc dans une Italie de la Renaissance et on a cette jeune fille-là qui va se marier. Et elle dit, ben moi, j'aimerais bien ça savoir c'est qui quand même ce mec avec qui je vais passer ma vie. Et dans sa famille, il y a un secret, il y a une peau d'homme qu'elle mette. Et quand elle enfile cette peau d'homme-là, elle devient un homme qui fonctionne avec toutes ses parties. Et elle va donc sortir de sa tour d'ivoire où elle vit en tant que femme et aller rencontrer son futur époux. Puis là, ils vont se rencontrer, puis il va se passer toutes sortes de choses. Et sur l'histoire, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais quand même vous dire qu'il y a un côté féministe, c'est écrit par des mecs, ce qui m'a étonnée. Et dans cet endroit-là, il y a le frère de notre héroïne qui est un preacher, mais avec du charisme, mais très, très intégriste dans sa façon de penser. Donc, les femmes au placard, 2 hommes ensemble, oh mon Dieu, envoyez-moi tout ça au bûcher. Et on a aussi cette religion-là qui prend beaucoup, beaucoup de place. Mais on se rappelle qu'on est en Italie à la Renaissance. Donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, je vais essayer de montrer la BD sans pogner le micro. C'est ce genre de graphisme-là. On a des personnages qui sont très typés, mais moi j'ai aimé ça parce que je les reconnaissais. Et on a des arrière-plans des fois qui sont assez blancs. Ça fait que c'est pas surchargé et c'est cool et j'ai aimé ça. Lisez-le, sincèrement, même si vous trouvez que ça a l'air trop hypé. Continuons dans les excellentes lectures. Je n'ai plus le roman parce qu'il venait de ma bibliothèque municipale, qui ont tout, c'est cool, et qui est Rouclair naturel de Fanny Demeule. Alors ça, elle est full hypée sur le BookTube Québec. Il fallait donc que je la découvre. Puis le pire, c'est que j'ai son autre roman qu'il aurait fallu que je lise avant. Mais j'ai commencé par Rouclair naturel. La psychorigide en moi ne comprend pas ce qui est arrivé dans sa vie. J'ai besoin d'une gorgée de thé pour digérer ça. Dans ce court roman, on suit notre personnage principal qui semble être un alter ego de l'autrice. Je pense que la fenêtre va tomber. Pourquoi quand je filme une vidéo, ils vendent tout le temps en fou? C'est pas grave, c'est normal, c'est l'hiver. Et ce personnage-là a une obsession. Elle a toujours voulu avoir les cheveux roux. Mais un vrai roux, là, tu sais, un roux qui pète. Un jour, son copain lui dit « Ah, j'aime vraiment ta couleur de cheveux », puis son chum, il tripe sur les rousses. Elle dit « Ah oui, c'est ma couleur naturelle ». Et sa vie va basculer dans un enfer, parce que ce n'est pas sa couleur naturelle. Donc, ça a l'air niaiseux, hein, thriller capillaire, mais c'est un roman qui va parler de l'obsession. Ce petit mensonge-là va prendre une place incroyable dans sa vie. Et tu sais, on a toutes fait des petits mensonges blancs, là, puis moi, à chaque fois, je me prends les 2 pieds dedans, c'est sûr, ça manque pas. Et elle, toute sa vie va être contrôlée par ça. Là, vous vous dites, ça a l'air épais, tout ça. Oui, mais non. Parce qu'elle s'est définie à partir de ça. Et qui est-elle si elle n'est pas une rousse naturelle? Ce qui représente pour elle énormément de choses. L'écriture de Fanny Demeule, elle va droit au but. C'est une plume que je vais relire et je vais lire son premier, c'est Déterrer les eaux, qui traite aussi de l'obsession, mais je crois que c'est le poids ou le corps cette fois-là. Ah, j'en ai qui me pique. Ah, ça a passé. Bon. Parce que j'avais mis ce roman-là dans mon Cold Winter Challenge, j'ai lu 3 tomes de la série de Shannon Maguire, qui est Every Heart a Doorway, qui a été traduit en français, du moins le premier tome, mais je ne sais plus le titre, Les portes. Il y a une porte. Une affaire de porte. Donc, 3 tomes, je vais vous en parler un petit peu en même temps. Parce que c'est extrêmement court, c'est des novellas, donc si je vais trop loin dans chaque histoire, ben, je vais tout vous dire, puis ça va être un peu poche. Mais, mise en scène du premier tome, on est dans un institut
pour les Wayward Children. Et les Wayward Children, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, c'est des enfants qui sont allés dans un autre monde, genre Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, des trucs comme ça, et qui sont revenus. Et là, ils ont de la difficulté à se réadapter à notre monde et tout ce qu'ils veulent, eux, c'est retourner. Sauf que faire apparaître leur porte à volonté, ben ce pouvoir-là, ils l'ont pas. Donc, ils sont tous ensemble dans cette maison-là qui est tenue par Eleanor, qui est allée elle-même dans sa jeunesse dans un univers de nonsense. Dans le premier tome, on a notre personnage principal qui s'appelle Nancy et qui arrive d'un monde des morts où tout est silence, où tout est immobilité, et elle arrive et trouve vraiment que ça va vite. Et elle va rencontrer tous les autres personnages. Nancy, c'est une représentation qui est asexuelle. Et je le mentionne parce que ce roman-là est super queer en général. Mais là, imaginez-vous, la fille, elle arrive d'un monde de mort et il y a des gens qui commencent à mourir autour d'elle dans l'académie. Ils vont mener l'enquête. Je vous en dirai pas plus que ça. Dans le tome 2, on va apprendre la backstory de Jack et Jill. Et dans le tome 3, on va s'en aller dans un autre monde. Genre, ça ressemble à Candyland, mais version méchante reine, où ils vont devoir sauver la mère d'un personnage. On se promène entre l'institut, entre les mondes, et j'ai hâte de voir où ça s'en va. Il y a des personnages que j'adore là-dedans. Et l'univers est vraiment capoté. Il y aurait eu de quoi faire une méga série, mais je pense que c'en est une. Je pense qu'il y a full tome dedans. À date, j'ai aimé mieux les 2 premiers tomes. Le 3e, je trouvais qu'il y avait certaines facilités. J'ai un petit peu moins aimé ça, mais les 2 premiers, ils sont bons. Puis même si j'ai un petit peu moins aimé, j'ai aimé ça quand même. Ensuite, je viens de terminer The Bone Season de Samantha Shannon. Je vais chercher, il est là. Donc, je vous montre cette version-là, mais c'est pas celle-là que j'ai lue. Je l'ai lue en anglais, en fait, mais j'avais emprunté celle-là à la bibliothèque parce que j'ai reçu les tomes 2 et 3 en français. Donc, je vais essayer de le lire en français, mais j'ai de la misère des fois, fait que je l'ai lu en anglais. Parce que je l'avais déjà. The Bone Season, ça a été écrit en 2013. Juste pour se replacer quand même, c'est une série qui a 4 tomes, je crois. Là, j'ai les 3 premiers ici. Et on se retrouve dans une uchronie science-fiction, donc on est en 2064. Et il y a 200 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la Terre, une genre d'épidémie, et il y a eu des gens qui sont devenus des unnaturals, des... comment ils appellent? Des anormaux, des clairvoyants. Et notre héroïne, elle travaille dans une organisation criminelle parce qu'ils se font toujours prendre. Donc, s'ils veulent survivre et être un peu eux-mêmes, ils sont obligés d'être là-dedans. Et un jour, elle va se faire attraper et découvrir qu'elle est vraiment mal prise. Parce qu'elle va réaliser que le monde, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'elle pensait. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. C'est un truc qui se lit tout seul. On a un personnage principal qui est assez jeune, donc elle prend des décisions de schnout des fois, là. Puis j'ai de la misère à comprendre. Moi, je suis tellement peureuse dans la vie. Tu sais, c'est sûr que si je suis pris dans un monde où je comprends rien, un monde qui est super dangereux, je ne vais pas essayer de m'y attaquer au premier moment. Mais le personnage principal, comme elle a des pouvoirs qui sont assez rares, étonnamment, dans ce genre de truc. Elle s'est faite poursuivre toute sa vie. Elle est un peu habituée de se défendre, donc elle fait des affaires que moi, j'aurais jamais faites. Mais elle va se retrouver au service d'un bizarre de personnage. À travers tout ça, elle va tenter de comprendre et essayer de s'échapper et de faire une rébellion pour sauver tout le monde, of course. C'est un premier tome que j'ai vraiment aimé. L'univers est chouette. J'aime le côté uchronie dans le futur. C'est cool. Mais ils sont pas très futuristes. Mais c'est pas grave. C'est cool. J'ai aimé ça. Divertissant. On va rester dans le mood divertissant. J'ai aussi lu Hunting November, qui est le tome 2 de Killing November. Celui-là, il est dans ma chambre. Je suis encore aussi pognée avec mon micro que tantôt, fait que je n'irai pas plus le chercher. J'avais beaucoup aimé le tome 1, où on se retrouvait dans une école. Et dans le tome 2, on en sort de cette école-là. Parce que notre personnage principal s'est mis en tête de retrouver son papa. On est dans une chasse au trésor, on est hors de l'école, il y a toutes sortes de nouveaux personnages qui se greffent à ça. C'est rempli d'action, ça l'arrête pas une seconde. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux des fois. La base historique du truc me laisse dubitatif, genre l'Empire grec. Ça n'existe pas un empire grec, c'est des cités-états. À moins que je sois vraiment mêlée. Je suis pas la top de l'histoire, mais bref. Pour vous remettre dans le tome 1, c'était une jeune fille qui s'appelle November et il y a un cambriolage chez sa tante et son père décide de la mettre à l'abri dans une école où ils apprennent à voler, à mentir, à manipuler, à manier le couteau et autres trucs contondants. Dans le premier tome, elle comprend qui elle est, d'où elle vient, à créer ses alliances, et le deuxième tome commence tout de suite après. Donc, c'est tout ce que je vais vous en dire, mais c'est plein d'action, ça fait passer un bon moment. C'est young adult. Si ça vous tente, go for it. Après ça, je suis allée dans les reliques de ma pile à lire. Je suis allée chercher un roman qui a été écrit en 1996. C'est Le poète de John Connolly. Et dans ce roman, on rencontre notre personnage principal. Comment elle s'appelle? Jack. Jack McAvoy. Donc,
Jack, qui est journaliste. Et un jour, il reçoit un téléphone, son frère, qui est policier, s'est suicidé. Et lui, en fouillant dans tout ça, il se dit « il y a plusieurs policiers qui se sont suicidés dans des contextes qui se ressemblent, mais pas tant. » Et il va décider d'enquêter là-dessus. C'est un gros roman, il se ramasse pogné avec le FBI, qui n'ont pas vraiment l'intention de le laisser gérer ça tout seul, et on le suit dans cette enquête-là. Ce que j'ai aimé dans ça, c'est que ça se passe dans les années 90. Okay? Ils se communiquent par fax, puis ils ont des pagettes. Non mais, how cool is that? À un moment donné, ils font une recherche Internet, puis ils sont émerveillés. Ils recherchent des dossiers papier. Fait que cette partie-là est intéressante. Ça montre à quel point c'était plus difficile, comment c'était différent à ce moment-là de recouper les données et de faire des enquêtes. Le devin que je suis avait vu beaucoup de choses, j'avais pas tout vu venir, il y a un petit truc que j'avais pas vu venir, mais c'est pas grave, c'est sympathique, il y a encore une fois beaucoup d'action, on s'ennuie pas, divertissant. C'est le mot du jour. J'ai aussi lu le dernier roman de Michel Jean que je n'oserais pas prononcer. Je sens que je vais faire des conneries. Donc, Michel Jean, c'est un auteur inou et dans ce roman-là, il va nous parler de personnages autochtones de plusieurs nations du Québec qui se retrouvent à Montréal suite à plein d'événements différents, le plus souvent dans les rues. Donc, on parle d'itinérance et étrangement, il y a un côté feel-good à ce roman-là parce qu'on retrouve, malgré qu'il y a des histoires horribles, là, comprenez-moi bien, il y a des trucs là-dedans qu'on lit, on fait « Oh mon Dieu! » C'est comment on a pu en arriver là, comment ils vivent maintenant. C'est un roman que je trouve qui est nécessaire, ne serait-ce que pour mettre un visage sur ces personnes-là qui sont souvent invisibles. Puis nous rappeler pourquoi c'est difficile comme ça pour eux. Si j'ai aimé, n'empêche que c'est pas mon roman de Michel Jean préféré. Moi, j'ai préféré Atouk, j'ai préféré Kokoum. Le personnage de Élie, c'est un personnage qui est touchant. J'ai juste trouvé que ça allait un peu trop vite. Ceci dit, c'est une voix qu'il faut entendre. À lire donc pour voir Montréal différemment et pour se rappeler que des choses qui se sont passées il y a longtemps ont des conséquences encore aujourd'hui. En ce mois de janvier, je suis maintenant à jour dans Les 7 sœurs et je vais laisser faire mon rant habituel sur cette série-là. En fait, je ne l'ai pas posté la vidéo où je pète un plomb. OK, on va dire qu'entre la série puis moi, il y a des hauts et il y a des bas. En fait, il y a des moyens puis il y a des bas. L'écriture, je tripe pas tant que ça. Je trouve que de façon générale, il y a tellement d'importance qui est mise sur la beauté des personnages, le nombre de fois. Il y a des répétitions aussi. Puis, il y a certains thèmes que je connaissais, puis c'était pas toujours exact. Donc, ça me fait un peu peur pour le reste. Puis, sincèrement, dans ce roman-là, si les personnes sont pas matchées et ne sont pas en amour, ils ont gâché leur vie. Okay, c'est sûr, on se dit que c'est de la romance, mais là, c'est tellement généralisé, là, ça me gosse. Quand je regarde de façon objective, mais pourquoi j'ai lu 7 tomes de ça? Ben, je vais vous expliquer. C'est parce que je voulais savoir pourquoi le père adoptif avait adopté toutes ces filles-là un peu partout dans le monde. J'ai lu le premier, puis j'ai voulu savoir ça, fait que j'ai lu les 7. Puis savez-vous quoi? À la fin des 7, je le sais pas encore. Fait que là, je suis vraiment insultée, puis j'espère vraiment que le tome 8 va sortir. Pour remettre en contexte, Les 7 sœurs que tout le monde connaît, de Lucinda Riley, c'est l'histoire d'une famille qui est assez étrange. Ils sont très, très millionnaires. C'est important, ça aussi, ils sont riches. Ils ont des belles chambres d'hôtel. Qui vivent à Genève, au milieu d'un lac. Et ils ont tous été adoptés un peu partout dans le monde par PASALT, acronyme d'Atlas, et qui sont nommés selon les 7 sœurs des Pléiades. Chaque tome, c'est une sœur qui va trouver l'amour, qui va se découvrir. Bon, j'ai l'air ironique comme ça, mais des fois, ils se découvrent pas à cause de l'amour. Souvent, oui, mais pas toujours. Les tomes sont assez inégaux pour moi. Il y a 6 sœurs, mais le roman s'appelle Les 7 sœurs. Alors, dans le 7e tome, ils cherchent la 7e. Et ils ont un indice de l'avocat du père, et ils se mettent à traquer cette 7e sœur-là. Ce qui est cool, c'est l'histoire qui est en Irlande, parce que la 7e sœur, elle a un background en Irlande. Donc, on a cette histoire-là pendant la Révolution irlandaise, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a viré. Cette partie-là est intéressante. Mais la partie dans le présent, écoute, on a une pauvre femme qui cherche à fuir son passé. Ça aussi, on se demande pourquoi d'ailleurs. C'est comme, informe-toi, chérie. Bref, c'est une autre histoire. Et elle se fait traquer partout par ces filles-là. C'est comme n'importe quoi. Moi, à sa place, je les aurais bottées. C'est un peu ce qu'elle a le goût de faire, là. Mais on peut pas enlever à cette série qu'elle est divertissante. Non, c'est le mot du jour, hein. En fait, on veut savoir ce qui va se passer et elle nous fait voyager. C'est ce qui est vraiment chouette, c'est que partout, tu as toujours une histoire dans le présent puis une dans le passé qui nous fait voir un pays. Puis comme je peux plus voyager, ben, je voyage dans les livres et ça marche. Si le tome 8 ne paraît jamais, je fais un drame, je vais considérer que j'ai perdu ma vie à lire ça.
Continuons avec Horrid de Catherine Leno, le truc d'horreur dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai lu au début du mois, je m'en rappelle moyen en fait. C'est un roman young adult, c'est une jeune fille qui déménage avec sa mère dans le village d'enfance de sa mère et qui retourne dans la maison de son enfance. On sait rapidement qu'il s'est passé quelque chose parce que tout le monde parle un peu dans leur dos. La maison est appelée la maison des fous et tout ça. La jeune fille va avoir des visions et va se poser des questions sur sa santé mentale dans tout ça. Côté ambiance, c'est vraiment réussi. C'est comme un peu gothique, spooky, c'est chouette. C'est pas très épeurant, mais tu sais, pour moi, la grosse peureuse que je suis, là, c'est parfait. Ce que je reproche à cette histoire-là, outre le fait d'être facilement oubliable, c'est que c'est extrêmement prévisible. Puis il faut pas lire la 4e de couverture. Sincèrement, là, il faut pas parce que ça révèle tellement de choses, on devine avant de l'avoir commencé sinon. Par contre, c'est full référence à Agatha Christie. Et ça, ben, quand on parle de Dame Agatha, c'est un point positif pour moi. J'ai aussi lu le tome 8 des Chroniques de Sainte Mary. Le tome 8, c'est pas mon préféré, mais pour moi, cette série-là, c'est un petit bonbon. C'est genre full paradoxe temporel. Des fois, c'est hilarant, mais il y a aussi plein de monde qui meurt. Fait que tu sais, genre Doctor Who, mais sans les extraterrestres, sans planète, sans TARDIS non plus. Bref, c'est pas Doctor Who, mais l'ambiance. Des fois, c'est tellement n'importe quoi que c'est hilarant. Donc, je ne dirais pas où est-ce qu'on est rendu, bien entendu, mais comme je l'ai parlé souvent, c'est l'histoire d'un institut, l'Institut Sainte Mary, et là-dedans, on a des historiens, et eux, ils n'étudient pas des livres, ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis, en essayant de faire le moins de troubles possible, ce qui est rare. Notre personnage principal, elle s'appelle Max. Elle a eu toute qu'une vie, elle est complètement cinglée, et c'est ça. C'est cool. Je vous disais que j'avais lu une romance, hein? J'ai lu une romance. J'ai lu Spoiler Alert de Olivia Dade parce qu'il y a tellement de gens qui ont aimé, donc j'ai décidé de le lire. Surprise, je suis un peu mitigée, mais c'est pas de la faute au livre, c'est ma faute à moi, là. Tu sais, la partie romance, c'est jamais ça qui me fait triper le plus. Mais là-dedans, il y a une partie cool. C'est la partie fandom. On a une héroïne grosse. Pas ronde, elle est grosse, elle le dit. Et elle est très très bien dans sa peau. Elle écrit de la fanfiction pour une genre de série. Et cette série-là, ça a commencé par des livres qui ont été mis à l'écran. C'est de la fantaisie. Et à un moment donné, imaginez-vous que la série a dépassé les livres et qu'à l'écran, ils ont fait juste de la chenoute selon eux. Alors, elle est d'un fandom en particulier et elle est elle fait du cosplay, elle est très impliquée dans tout ça. D'un autre côté, on a un acteur de la série qui trouve lui aussi que c'est un peu de ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il écrit aussi de la fanfiction et qu'ils se connaissent. Puis un jour, par les miracles de Twitter, ils vont se rencontrer. Donc, côté fanfic, c'est chouette. Côté représentation, toutes les personnes qui se sont senties représentées ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé le personnage principal, qui est capable de dire ce qu'elle a à dire, qui est capable de nommer ses inconforts par rapport à ce que les gens disent d'elle, à comment les gens la perçoivent. Mais comme je disais, la romance, le personnage principal, c'est Jaime Lannister, là. C'est l'acteur. J'ai eu une impression de self-insert avec Jaime Lannister. Ça m'a gossé un petit peu. Mais comme je dis, c'est moi. Puis des fois, le personnage masculin, j'avais l'impression qu'il existait juste pour valider le personnage féminin. Puis moi, je suis une fille de non-dit. J'aime ça quand les choses sont pas si claires que ça. Ici, tout est dit, tout est clair, tout est tout. Si un malentendu est expliqué, raconte tous les points de vue, c'est moi. Moi, j'aime pas ça. Par contre, si vous aimez ça, ça va vous plaire. Ça a été un coup de cœur pour énormément de personnes. Là, je sais pas, on achève. Je vais-tu vraiment poster tout ça, moi? Donc, de Robert Goddard, j'ai lu L'héritage d'Avenant. J'avais déjà lu un roman de cet auteur-là. Il est champion du passé-présent, des mystères secrets de famille, souvent dans l'Angleterre victorienne. Et ici, on a encore ça. Notre présent est dans l'Angleterre victorienne. Donc, c'est pas présent, mais on a passé, puis passé. Dans le passé présent de l'histoire, on a une famille, la famille Davenant, qui a des secrets. Et un jour, le fils qui est décédé 11 ans auparavant revient, supposément. Est-ce lui? Une grande partie du roman va se baser là-dessus. Qui est ce personnage-là? Est-ce que c'est vraiment le fils disparu? Comment ça se fait qu'il sait tout ça? Et d'un autre côté, pourquoi il n'est pas revenu avant? Pourquoi il a abandonné sa fiancée la veille de son mariage pour aller se suicider? On va comprendre petit à petit ce qui s'est passé. On va le voir selon le point de vue de plusieurs personnages, l'avocat de la famille, l'ancienne fiancée, le mari de cette femme-là.
L'histoire en soi, elle est intéressante. Il y a une affaire que j'avais pas vu venir dans tout ça. Donc ça, j'aime ça dans ce temps-là. Par contre, il y a un grand procès. Puis moi, les procès, là, avec des avocats qui sont pas fins, j'aime pas ça. Donc, c'était pas plate, mais c'est juste pas mon genre. Ces parties-là, là, je les lis plus vite, ça m'intéresse moyen. Bon, là, vous l'avez pas vu, mais je me suis étouffée avec rien, puis j'ai de la misère à parler. On va aller vite, OK, pour finir? Donc, un peu long pour rien, pas le meilleur de l'auteur, mais c'est pas plate non plus. Si vous aimez les procès, vous allez aimer ça. Ensuite, dernier roman, et c'est probablement la lecture que j'ai le moins aimée de mon mois de janvier, et c'est, imaginez-vous, le premier tome de la trilogie de la Cité des Anciens de Robin Hobb. Je le lis en français, donc le premier tome, c'est la moitié du premier livre, c'est Dragon et Serpent. Et ici, on est dans le désert des pluies. Le désert des pluies, on l'a vu dans... Comment ça s'appelle en français? Les Aventuriers de la mer. L'histoire commence pas longtemps après la fin de la trilogie des Aventuriers de la mer. Et si vous l'avez pas lu, mais je vais spoiler des trucs quand même parce que j'ai pas le choix. Donc, l'histoire commence avec l'éclosion des œufs de dragon. Sauf que ça va pas aller comme prévu. Les dragons, c'est pas des belles créatures magnifiques et fantabuleuses. Ils ont des malformations, il y en a qui ont pas toute leur tête, ils ont pas toutes survécu, ça va pas bien. Et dans ce premier tome-là, on va faire la connaissance de plein de personnages, comme d'habitude. Certains habitent dans le désert des pluies, puis je pense qu'ils sont à Terrillville. Une des femmes est à Terrillville. Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune espèce d'idée, parce que c'est extrêmement introductif. Tous les bouts où on est dans la tête des dragons, moi j'ai trouvé ça long et ennuyant au possible. Je vais continuer la série parce que je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, puis je veux la lire dans l'ordre, tu sais, psychorigide, je disais. Mais j'espère que ça va s'activer à un moment donné. Puis un des personnages féminins, sérieux, mais comment elle fait pour rien voir? Ah mon Dieu! C'est pas grave. Pas mon préféré, donc. Là, il me reste 2 graphiques à vous parler. Je vous parle de ça rapido. En premier, Extraordinary de V.E. Schwab, et c'est l'édition de All Crate que j'ai ici. Je l'ai pris parce qu'il était beau, en fait. Je trouvais ça très, très beau, la couverture. En dedans, c'est un petit peu moins beau. C'est moins mon... Non, c'est pas vrai. C'est pas moins beau. C'est moins mon genre. C'est très, très comique. T'sais, des fois, je me demande où ils mettent leurs organes. Attendez, je vous montre. Genre, ce personnage-là, ils sont où ses organes internes? Puis les mecs, ils sont tous full carrés, là. C'est très, très comique comme truc. Donc, ça se situe dans l'univers de Vicious et de Vengeful. J'ai juste lu Vicious, ça donne bien ici le tome 1.5. C'est une histoire qui est très courte, un petit peu courte pour moi, où on rencontre un personnage qui devient extraordinary après avoir passé très, très près de la mort. Et elle a un don que personne ne voudrait. Donc, elle se sauve pour essayer de se sortir de ça, et elle sera prise en charge par Saint-Élie qui veut tuer tous les extraordinaires. Il y a vraiment plein d'actions, et le truc qui est le plus cool, c'est la fin. Je vous le dirai pas, mais c'est ça. Puis là, maintenant, je veux lire Vengeful, que j'avais pas lu. J'avais bien aimé Vicious, pourtant, mais j'ai pas lu. Là, maintenant, je vais le lire. Probablement bientôt. Et la dernière bande dessinée, c'est La Fée assassine, chez Le Lombard de Olivier Granson, Sylvie Roge ou Roger. Ça, là, sérieusement, les images, mais ils sont belles, Regardez ça, je vous montre. Regardez les images de Perry, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour le graphisme, si vous êtes fan, là, elle est super belle. Je suis contente de l'avoir, cette bande dessinée-là. Côté histoire, c'est une histoire de secret de famille, encore une fois. Ça va un peu vite. J'ai aimé mieux les dessins que le scénario. C'est pas mauvais, mais j'ai trouvé que le scénario était un peu simple. Donc, à vous de voir si le graphisme vous tente. Bon, mais finalement, ça a été long avant que ça finisse, mais j'ai fait pas mal le tour de tout ce que j'avais lu en janvier. On est le 30 janvier présentement. Oui, j'ai été obligée de regarder, mais comme je vais faire du montage le reste de la journée, probablement demain soir, il n'y a pas vraiment de danger que je lise d'autres choses, à part des bandes dessinées, puis vous les verrez en février. Je vais reprendre mon souffle. Est-ce qu'il y a des livres là-dedans que vous avez lus? Est-ce qu'il y en a que je vous ai donné le goût de lire ou au contraire de ne pas lire? Écrivez-moi tout ça dans les commentaires, puis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes vraiment hot si vous avez écouté jusque-là. Sur ce, à la prochaine!